Je commence donc dès maintenant par ce deuxième cours qui est consacré à mai 68. J'avais lu Aden Arabi avec une certaine exaltation à l'entrée de ma vie étudiante. Un livre qui est un récit désenchanté, des illusions qui menacent la jeunesse. Un regard vengeur sur les supposés voyages d'apprentissage par le dépaysement au fin fond d'archipels désirables, de montagnes magiques ou de bazars odorants, et sur la littérature qui en faisait commerce. Ce livre était une sorte de rappel à l'ordre. Je veux dire au poids de la glaise qui collait aux semelles et qui ralentissait les pas et la vie. Il s'adressait de son propre aveu à Aden Arabi aux adolescents fatigués. Je n'étais pas encore arrivé à ce point, du moins le croyais-je, mais l'avertissement de Nizan m'avait sifflé aux oreilles. Chaque homme est divisé entre les hommes qu'il peut être, avertissait-il. La question était alors de savoir celui que l'on ferait triompher en soi pour résister au sommeil et à la résignation. C'était un bon conseil de vie. On en recherche à cet âge-là. Dans sa préface, Sartre avait salué l'œuvre de désapprentissage en l'actualisant et en la prolongeant politiquement. En faisant le procès d'une gauche qui n'était plus alors, selon lui, en 1960, je le cite, qu'un grand cadavre à la renverse où les vers se sont mis. Les uns trahissent, les autres s'encroutent, avait-il résumé, en parlant au premier chef de la SFIO et du PCF. Cela ne dessinait qu'une fort étroite ligne de crête sur laquelle il fallait essayer de se frayer un chemin. Mai 68 va soudain élargir la perspective et accroître du même coup le champ des possibles et des pensables que Nizan avait décrit comme cernés de trop hauts murs. L'incipit fameux de l'ouvrage « J'avais 20 ans, je ne laisserai dire à personne que c'est le plus large de la vie » m'était du même coup soudain apparu à côté de la plaque, complètement dépassé. Et à l'égard du Nathanaël des nourritures terrestres, un autre livre chéri de l'adolescence à ce moment-là, je pouvais désormais m'émanciper et jeter le livre. Comme pour beaucoup de ceux qui avaient eu 20 ans en 1968, l'horizon s'était soudain ouvert et il semblait devenu possible de prendre l'initiative et de voir sans crainte l'avenir en grand. Mais il faut le resituer à travers, comme la résultante d'un certain nombre de reformulations de l'imaginaire progressiste. Cet imaginaire progressiste, il était désormais prêt à se reformuler dans des termes neufs. Et on peut en rappeler brièvement les figures précédentes pour en prendre la mesure. Il avait d'abord fait cause commune avec les valeurs de la résistance dans les années 1940. Combattre l'occupant nazi et rompre avec l'ancien asservissement du pays à l'étroitesse des calculs politiciens, autant qu'au pouvoir de l'argent, étaient des impératifs qui s'étaient alors naturellement superposés dans bien des têtes. L'esprit patriotique s'était inscrit dans une religion de l'intérêt général et avait viscéralement tenu en suspicion tout ce qui apparaissait lié à la poursuite d'intérêts particuliers. Et le Parti communiste avait même fait de cette convergence une des bases de sa légitimité et de son développement dans l'après-guerre. Et le progressisme de nos pères s'était ainsi exprimé dans des termes d'une évidente simplicité. Et les membres de ma famille étaient du nom de ceux qui étaient imprégnés de cette culture. Celui de nos frères aînés, ceux qui ont eu peu ou prou 20 ans dans les années 1960. Cet imaginaire devra à ce moment surmonter les désenchantements issus de la trahison de ses précédents idéaux. Trahison d'un projet communiste brutalement invalidé par le choc de la sanglante répression de la rébellion hongroise en 1956, trahison des idéaux socialistes aussi, avec la figure d'un Guy Mollet, ancien gardien de l'orthodoxie marxiste, métamorphosé en champion
des manœuvres parlementaires et, plus grave encore, acteur décidé de l'intensification de la guerre d'Algérie. D'où l'émergence d'une nouvelle identité progressiste alors, structurée par l'impératif de décolonisation. Impératif inscrit dans l'histoire plus large d'une émancipation des peuples sujets de l'Empire français, que ce soit en Afrique, en Indochine ou en Afrique du Nord. Du milieu des années 50 au début des années 1960, c'est autour de cette question que se marqueront les ruptures essentielles, le cas de l'Algérie en constituant l'épicentre du fait de la spécificité de son statut départementalisé, autant que du nombre des colons résidents et de la conscription également, renforcée de toute une classe d'âge, puisque la durée du service militaire, on le sait, a même été un temps fixé à 28 mois. Là encore, le progressisme s'était formulé dans des termes parfaitement définis, désignant une claire ligne de partage entre les nostalgies de la droite et les aspirations d'une gauche qui se voulait nouvelle et authentique. Et c'est dans ce contexte que naîtra par exemple le PSA puis le PSU, résultant terminal d'une scission dans la SFIO. Vision que seule la politique gaulliste troublera. Cet impératif de décolonisation donnera même des éléments de langage essentiels au progressisme de la période, comme en témoignera par exemple le rapport emblématique Décoloniser la province de 1966, manifeste pour la décentralisation qui sera dû à la plume de Michel Rocard. Donc l'impératif de décolonisation est aussi celui qui donnera un langage au progressisme de la période. Adossé à ce rejet d'abord du fascisme, puis du colonialisme, une philosophie du progrès et de la modernisation, aux contours assez vagues, avait ainsi servi de fondement à la culture politique de deux générations successives. Elle était greffée chez certains sur une référence à l'humanisme chrétien, chez d'autres sur un idéal républicain avancé, une vision gaulliste ou encore au credo marxiste de la lutte des classes. Mais ces distinctions étaient en partie in fine subalternes. Ceux qui allaient avoir 20 ans en 68 ont pour une part prolongé cette histoire. Nous avions beaucoup lu, par exemple, Frantz Fanon, qu'il s'agisse de Peau noire et masque blanc, et surtout, bien sûr, des damnés de la terre. Les armes miraculeuses d'Aimé Césaire avaient aussi marqué les esprits. Et j'ai encore en tête ces mots du rebelle qui scandaient « Mon nom offensé, mon prénom humilié, mon âge, l'âge de pierre ». Le portrait du colonisé d'Albert Memmi faisait aussi référence. Comme Fanon, il avait en effet été honoré d'une vibrante préface de Sartre, qui le recommandait à l'attention. Il m'avait personnellement d'autant plus marqué que j'avais eu la chance de l'avoir comme professeur en première année d'HEC. Cette école avait en effet aménagé une petite lucarne hebdomadaire de respiration intellectuelle en petits groupes au milieu d'un océan d'enseignement assez assommant, je dois dire, et quelques esprits vifs, désireux d'arrondir leur fin de mois, avaient été recrutés dans ce cadre, comme Memmi. Et je m'étais lié de cette façon très proche avec lui, comme l'année suivante avec Kostas Papaioannou, qui sera une autre figure atypique et puissante, qui formait alors avec Kostas Axelos et Cornelius Castoradis l'un des pôles informels des Grecs de Paris, un des pôles les plus vivants d'une lecture à la fois critique et savante du marxisme, un milieu de la démarche althussérienne qui, dès le milieu des années 60, avait commencé à marquer les esprits. Memmi, par exemple, nous faisait lire les classiques de la sociologie. Il nous parlait aussi d'un livre qui allait rassembler sous le titre de L'homme dominé, rapprochant les figures du noir, du colonisé, du prolétaire et du juif, ce qui était un peu un point d'orgue de sa réflexion. Il était un des premiers à mettre côte à côte ces situations du prolétaire, du juif, de la femme et du domestique. Et tout en restant ancré, ce qui était essentiel chez ce Tunisien, dans une critique première de la colonisation, le livre avait du même coup élargi la perspective. Et publié en 1968, il sera, me semble-t-il, en phase avec l'aspiration de la période à une vision généralisée de l'émancipation. L'un des chapitres sera d'ailleurs ma grande fierté, puisqu'il était constitué par un entretien qu'avec quelques étudiants, j'avais réalisé avec lui
et publié dans un journal étudiant. En 1966-67, le progressisme s'exprimait encore ainsi de façon dominante sur un mode décalqué des modèles passés, avec un changement de focale cependant. C'était l'anti-impérialisme qui en constituait dorénavant le ressort principal. C'est la guerre du Vietnam qui a en effet été l'événement constituant politiquement la génération du baby-boom, avec l'Amérique mise en accusation, que ce soit avec le mot d'ordre de paix au Vietnam ou celui de Vietnam vaincra des comités Vietnam de base. Si la mobilisation avait commencé à s'organiser dès 1965, avec les bombardements massifs des Américains, c'est en 1967 que la protestation culminera, beaucoup participant à ce moment, comme moi, à leur première manifestation de rue. Citant José Martí, une des grandes figures cubaines, qui prophétisait « c'est l'heure des brasiers, mais il ne faut voir que la lumière », Che Guevara avait alors appelé le monde à démultiplier ce combat estimé exemplaire. Créer 2, 3 de nombreux Vietnam, voilà le mot d'ordre, avait-il lancé. Le Parti communiste cubain, adoptant cette perspective, avait alors envoyé des troupes en Angola pour soutenir la rébellion contre les Portugais. Et le Che lui-même, on le sait, quittera la Havane pour animer un foyer de guérilla en Bolivie. Et la guérilla, elle incarnait alors dans bien des têtes la forme d'époque de l'idéal révolutionnaire. Parlant de révolution dans la révolution, le livre portant ce titre est publié en mars 1967, un essai théorisant ce nouvel âge, Régis Debray estimait que c'était en Amérique latine que se jouerait la partie décisive qui déciderait de la fin de l'impérialisme américain. Le dernier empire du monde a commencé son agonie, disait-il dans ce livre, avant de prendre son sac pour rejoindre la lutte armée. Les guérilleros étaient les héros de l'heure, les héritiers des résistants, pour beaucoup. Sur le terrain, en Amérique latine, il y avait parmi eux des prêtres, des étudiants, des paysans, aussi bien que des fils, plus souvent que des filles d'ailleurs, de bonne famille, aspirant à une existence aiguisée par la certitude de faire l'histoire. Vu de France, ces mouvements étaient évidemment nimbés d'un certain romantisme, mais les admirer de loin, c'était aussi participer d'une certaine radicalité par procuration. L'anti-impérialisme de la période s'accordait plus largement à l'émergence d'une sensibilité tiers-mondiste qui faisait de l'exploitation des pays alors qualifiés de sous-développés par les centres industriels le ressort déterminant du capitalisme moderne. C'est la période pendant laquelle se multiplieront les ouvrages économiques consacrés à l'analyse de ce que l'on a appelé l'échange inégal. Elle fera ainsi un best-seller de la charge de Pierre Jallet, Le pillage du tiers-monde. Et une des premières formes que prendra mon militantisme étudiant avait été d'organiser des contre-cours et des ateliers de lecture sur ce thème. Aux satisfactions immédiates de l'activisme, dans lesquelles j'étais également engagé, je préférais déjà instinctivement la production des arbres de la critique. Et l'idée que nous n'avions pas une intelligence suffisante de notre indignation et de nos critiques me paraissait, dès cette période, essentielle. Elle ne cessera de m'habiter. Le premier vers de l'Internationale, « Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim », résumait en quelques mots la vision traditionnelle de la Révolution. Révolution comprise comme un combat d'hommes et de femmes décidés à briser leur chaîne, celle d'une exploitation qui les réduisait à n'être qu'une simple force de travail, c'est-à-dire à les dévitaliser, à les déshumaniser radicalement. Le moment 1968 a en partie réactualisé cette image première, articulée sur une résurgence de la vision léniniste des avant-gardes. Mais il a aussi correspondu de façon plus durable et productrice de davantage d'effets à une redéfinition des ressorts même de la perspective révolutionnaire. Et cela d'une triple façon. La contestation surgissant d'abord de l'abondance et non plus de la misère comme précédemment. En second lieu, le but étant de subvertir la vie quotidienne et non plus simplement de libérer le travail. Et en troisième lieu, et c'en était un peu la conséquence, c'est une théorie de l'exploitation qui n'était plus considérée comme suffisante, mais elle était liée, voire même englobée, dans une théorie de l'aliénation. Et c'est de l'intérieur du marxisme que cette évolution a d'abord trouvé sa justification, comme si la complicité de l'auteur du Capital
était alors impérativement requise pour la valider. Mais c'est effectivement un fait que les années 1960 avaient vu la première publication en français, la première publication de deux des textes les plus importants de Marx. Économie, politique et philosophie d'un côté, c'est-à-dire les manuscrits de 1844, publiés pour la première fois en 1960, et puis de l'autre côté, les fondements de la critique de l'économie politique, les Grundrisse. Et dans ces deux textes fondateurs, c'est un Marx philosophe de l'aliénation, c'est un Marx philosophe de la société communiste comme retrouvant les idéaux de l'émancipation individuelle, auxquels j'ai fait référence tout à l'heure, qui apparaissaient dans ces volumes. Marx qui voyait dans ce travail des Grundrisse la singularité des individus comme l'objectif réel du communisme. Et au-delà du matérialisme historique et de la théorie du prolétariat comme classe, c'était donc un Marx penseur radical de l'émancipation individuelle que l'on découvrait dans ses ouvrages. Ouvrages qui entraient ainsi en résonance avec les attentes du présent. C'est aussi la période où l'on découvrait en français des œuvres majeures du marxisme allemand et austro-hongrois, qui avaient été rejetées par le communisme soviétique. Je pense par exemple aux ouvrages majeurs de Georges Lukács ou de Karl Korsch, qui ont été connus en français grâce au formidable travail d'édition qui était fait justement par Kostas Axelos dans la collection Arguments aux éditions de Minuit, et dont nous étions nombreux à l'époque à guetter les volumes. Dans Histoire et conscience de classe, par exemple, Lukács avait, l'ouvrage était des années 1920, développé une théorie de la réification en même temps qu'une théorie des conditions subjectives d'une action de transformation du monde. Et il défendait une conception du marxisme comme méthode critique ouverte à distance de toute notion d'orthodoxie. Dans Marxisme et philosophie, Karl Korsch, de son côté, avait été celui qui rompra ouvertement avec le léninisme en défendant un communisme libertaire et non dogmatique. Il est important de rappeler que l'un et l'autre avaient participé aux expériences conseillistes de 1919, donc à ce communisme, à ce socialisme des conseils qui a été si important dans l'Europe de la Première Guerre mondiale. Et c'est dans la même collection d'Axelos que sera aussi publié à la même époque, en 1967, L'homme unidimensionnel de Marcuse, qui était sous-titré Essai sur l'idéologie industrielle avancée, et qui faisait le procès d'une société estimée répressive qui rétrécissait les existences. Et on était bien loin, avec le marxisme que je qualifierais d'exploratoire de ces auteurs, des propositions énoncées à la même époque par un Althusser, qui voulait, lui, constituer le marxisme en une science objective. Il était certes très lu à l'époque, car il y avait une excitation à cause de l'ambition de l'exercice, mais force était de constater qu'il n'était guère à forger une théorie renouvelée de l'émancipation. Althusser armera plutôt sur le mode d'un pouvoir d'intimidation ceux qui étaient en train de devenir de petits chefs de secte. C'est ce que lui reprochera notamment Jacques Rancière dans la leçon d'Althusser. Jacques Rancière qui avait pourtant écrit Lire le Capital avec Althusser en 1965. On pouvait d'ailleurs constater de façon plus large l'écart qu'il y a alors eu entre le succès intellectuel de diverses formes de structuralisme dans le champ des sciences humaines et les travaux du type de ceux que je viens de citer qui résonnaient directement avec les attentes politiques et les aspirations sociales du moment. Il y avait en quelque sorte une dualité du rapport aux publications de la période. Je n'en prends qu'un exemple. La pensée sauvage de Lévi-Strauss a marqué une date fondamentale dans l'histoire des sciences humaines, mais pourtant sans exprimer une génération politiquement ou socialement. Et un sociologue moins capé que les grands noms qui viennent d'être évoqués a joué un rôle central dans le mouvement de reformulation du nouvel idéal d'émancipation qui résumera durablement l'esprit d'Homais. C'est Henri Lefebvre. Henri Lefebvre épousera les dissidences les plus significatives de son époque et de son milieu. Il s'éloignera du Parti communiste après la répression de la révolte hongroise de 1956. Il signera le manifeste des 121. Les intellectuels
justifiant l'insoumission au moment de la guerre d'Algérie, et il sera un des pionniers de la création de l'université de Nanterre. Auteur d'une œuvre pléthorique, il se fera, aux grandes dames du PCF, le champion d'un marxisme ouvert. Il réhabilitera notamment l'œuvre de Fourier, dont il éditera les œuvres complètes. Et tout le monde avait lu dans les années 1967, dans les années 60, moi je l'ai lu en 67, son Que sais-je, le marxisme. Ouvrage Que sais-je, le marxisme, qui est d'ailleurs le best-seller absolu des PUF, avec 350 000 exemplaires. Ou encore Ces problèmes actuels du marxisme, qui plaidait pour la construction d'une gauche alternative. Lefebvre jouera aussi un rôle majeur de passeur intellectuel avec ses revues L'Homme et la Société et Espace et Société, autant qu'avec les éditions Anthropos, au catalogue impressionnant, puisque ce sont les éditions Anthropos, dont il avait été le créateur, qui ont publié aussi bien les Grundrisse de Marx que les œuvres complètes de Saint-Simon et de Fourier, que toute l'œuvre alors très lue et très importante de Pierre Naville sur le travail. Mais Lefebvre contribuera surtout à l'élargissement de la compréhension du monde social, d'une double façon. En attachant d'abord une attention pionnière à la question urbaine, en montrant comment l'espace était en train de devenir une des variables les plus importantes de la mise en forme du social, en un temps où la pensée sociale raisonnait surtout en termes de rapports de production. Et son droit à la ville, publié au début de 1968, exercera pour cela une profonde influence. Mais son apport le plus durable a résidé dans son appréhension de la vie quotidienne qui, le disait, colonisée par l'emprise de la marchandise, les mécanismes de dépersonnalisation des individus et le poids des conformismes. À côté de la bien connue critique de l'économie politique, il fallait donc développer pour lui une critique de la vie quotidienne. C'est donc ce titre de critique de la vie quotidienne qui donnera une série de 3 volumes, qu'il entreprendra d'ailleurs de façon très précoce, puisque le premier, même si ce n'est pas celui qui a été le plus cité ensuite, sera édité dès 1951. Et dès ce volume, il dira qu'il s'agissait à ses yeux de donner sens au mot d'ordre de Rimbaud de réinventer la révolution. Et c'était là aussi le concept d'aliénation qui était central, le but étant de lier son élaboration, disait-il, à un nouvel art de vivre, qui exprime, je le cite, une grandeur qui ne soit pas inhumaine et une forme de bonheur qui ne soit pas teintée de médiocrité. L'influence de ce travail sera considérable. Lefebvre, pourrait-on dire, a été le Marcus français. Et c'est d'ailleurs lui qui a préparé la voie à l'édition ultérieure de 2 de ses ouvrages dans la collection Arguments, Eros et Civilisation, puis L'homme unidimensionnel. Et un Jean Baudrillard, dont le système des objets et la société de consommation furent publiés avec succès en 67 et 68, devra beaucoup à Lefebvre, qui était d'ailleurs son collègue à Nanterre. Mais la postérité retiendra surtout la profonde influence que Lefebvre exercera sur les situationnistes. Au tout début des années 1960, Guy Debord se rapprochera de lui, et lui-même était très attentif à leur production. Ces situationnistes, imprégnés de culture hegelienne, se nourriront pareillement de toute la littérature marxiste critique disponible de l'époque, de Lukács à Walter Benjamin. Eux aussi prôneront, dès la fin des années 1960, une révolution culturelle destinée à renverser, disait-il, le fétichisme de la marchandise. Et ils entendront combattre les mécanismes de l'asservissement par la consommation. En termes purement conceptuels, la littérature situationniste n'apparaît guère originale, mais ils auront un style unique qui fera leur succès, s'exprimant volontiers par aphorismes, ce qui rendra fameux leur slogan en mai 68, ils avaient une écriture brillante, à milieu des lourdeurs sociologiques et théoriques habituelles. Citant volontiers La Rochefoucauld ou le cardinal de Retz, il y avait chez eux un côté grand siècle. Lecteurs des classiques de la stratégie, ils mêlaient des citations de Marx et de Clausewitz ou de Jomini d'une manière inédite. Il y avait aussi une esthétique situationniste, liée à la présence dans leur internationale de peintres comme Constant et Asger Jorn. Et leurs revues
international situationniste attirait le regard avec ses couvertures aux couleurs métallisées qui faisaient alors fureur, à la joie de lire ou à la une, les deux librairies parisiennes où l'on se pressait alors. Le graphisme de la publication était lui aussi particulièrement soigné pour l'époque et original, avec les types de détournements qui étaient opérés. Une citation de Marx ou de Machiavel prenait plus de relief dans la bouche d'une pin-up dénidée, et des textes de sociologie critique logés dans les bulles de comics américains paraissaient paradoxalement plus forts. Et des publicités détournées étaient souvent plus parlantes que de laborieux développements. Tout cela séduisait quand on était un étudiant immergé dans le monde compassé de l'université de l'époque. Un monde, je le rappelle, où nombre d'étudiants portaient encore la cravate. Ils avaient aussi un art consommé, ces situationnistes, de la mise en scène de leur marginalité, imprimant la moindre de leurs interventions, photographiant les graffitis qu'ils pouvaient tracer sur quelques murs d'importance, publiant les photos de leurs rencontres. Alors que leur international n'avait jamais compté plus de 40 membres, ils ont multiplié les volumes qui décrivaient leurs scissions, qui publiaient leurs correspondances, et ils ont déposé minutieusement à Amsterdam les archives constituées comme s'il s'était agi d'une puissante organisation. Et ils surent enfin emprunter aux surréalistes, qu'ils détestaient pourtant par ailleurs, un art des titres énigmatiques ou puissants. Je pense, par exemple, à deux films de Debord, un qui s'appelle Les Hurlements en faveur de Sade, et le second, titré en latin, qui a longtemps été projeté dans une salle de la rue Cujas, In girumimus nocte et consumimur igni, ce qui veut dire nous tâtonnons dans le noir et le feu nous brûle. C'est une citation détournée de Virgile. Film que presque personne ne voyait, mais dont tout le monde avait entendu parler. On dira avec les mots d'aujourd'hui qu'ils avaient le génie de la com. Tout ça faisait que les situationnistes attiraient et intriguaient, mais ils jouèrent aussi un rôle direct majeur dans l'avant 68, avec deux textes qui marquèrent les esprits. De la misère en milieu étudiant d'abord, une brochure publiée en 1966 par une section de l'UNEF de Strasbourg, où l'un des leurs était actif. Dans cette brochure, on stigmatisait l'aliénation du monde étudiant, on y dénonçait une société moderne, spectaculaire et marchande, en invitant les lecteurs à vouloir un changement de la vie et en soulignant que ce qui doit surprendre, ce n'est pas que la jeunesse soit révoltée, mais que les adultes soient résignés. Et la Société du spectacle de Guy Debord, publiée quelques mois plus tard, au début de 1967, fut aussi remarquée. Mais Debord ne devint un individu célébré que plus tard, dont récemment, vous le savez, la Bibliothèque nationale a racheté les manuscrits et les archives, et qui lui a consacré une exposition. En mars 1967, en fait, plus que Debord, c'est le traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations, dû à la plume de Raoul Vaneigem, qui connut un immense succès. Et sa publication dans la collection blanche chez Gallimard était à elle seule une forme de consécration. Les échanges de correspondance entre Gallimard et Vaneigem sont d'ailleurs assez intéressants, car il insultait de plus en plus l'éditeur qui avait de plus en plus envie de le publier. Mais c'est surtout le ton et le style de Vaneigem qui en feront le livre de chevet d'une génération, comme en témoigneront les centaines de milliers d'exemplaires vendus. C'était, dans les essais, le plus grand succès de l'avant 68. Et j'ai toujours gardé l'exemplaire que j'avais alors acheté pour ce qu'il avait suscité chez moi d'adhésion avec ce mélange de posture rimbaldienne et de puissance d'expression liée à un style impérieux. Et je peux citer un choix des passages que j'avais soulignés de trois traits et d'une forte croix dans la marge, parce qu'ils montrent bien ce que pouvait représenter ce livre pour un lecteur lambda de 19 ans. Je le cite. « La lutte du subjectif et de ce qui le corrompt élargit désormais les limites de la vieille lutte des classes et la renouvelle et l'aiguise. Le parti pris de la vie est un parti pris politique. Nous ne voulons pas d'un monde où la garantie de ne pas mourir de faim s'échange contre le risque de mourir d'ennui. » Quelques pages plus tard, on pouvait lire « Ceux qui parlent de révolution et de lutte des classes sans se référer explicitement à la vie quotidienne, sans comprendre ce qu'il y a de subvertif dans l'amour et de positif dans le refus des contraintes, ceux-là ont un cadavre dans la bouche. »
Et encore, l'économie de consommation absorbant l'économie de production, l'exploitation de la force de travail est englobée par l'exploitation de la créativité quotidienne. Être riche, en concluait-il, se réduit aujourd'hui à posséder un grand nombre d'objets pauvres. Et une dernière citation, l'œuvre d'art à venir, c'est la construction d'une vie passionnante. Ces idées, et parfois même ces formules, seront au cœur de l'esprit de May, comme vision enrichie d'une émancipation qui ne séparait pas développement de la singularité individuelle et réinvention du commun. Et c'est en ce sens qu'on peut parler au pluriel des révolutions de May, et que de nombreux ouvrages ont eu comme titre un des sens de ce terme de révolution. Mais ce terme, s'il est employé dans différents sens, ça peut être dans trois directions. D'abord, la révolution, ça peut être un moment décisif, celui d'une accélération de l'histoire, celui d'une simplification de la réalité. Cela est alors celui d'une lucidité plus grande des esprits, du surgissement aussi d'un nouveau langage, comme de la perception d'un élargissement du champ des pensables et des possibles. C'est la révolution événement, cela. Révolution imprévisible, aux acteurs multiples et disséminés, qui donnent soudain corps à des espérances enfouies, qui embrasent une plaine dont on prend soudain conscience de la sécheresse. Mais ce terme de révolution renvoie aussi à l'idée, à la pratique d'une action organisée de rupture, d'une subversion calculée des institutions, d'une épreuve de force, d'une saisie physique des lieux de pouvoir. C'est la révolution stratégie. Celle-ci, avec ses chefs et ses avant-gardes, qui élaborent des plans, précipitent le cours des choses et savent entraîner les foules. Cette révolution, elle a un goût d'insurrection, un goût de fer et de poudre. En troisième lieu, le terme de révolution qualifie le fait d'une évolution aussi diffuse qu'irrésistible, qui bouleverse en profondeur les rapports sociaux et les modes d'organisation comme les représentations du monde. C'est ce qu'on peut appeler la révolution processus, dont la consistance, elle, ne devient que progressivement lisible. Mais 68, pourrait-on dire, a superposé ces trois dimensions. Il y a d'abord eu la révolution événement, et les premiers interprètes à chaud en ont bien exprimé le caractère. L'un des plus sensibles d'entre eux, Edgar Morin, qui a publié dès la mi-mai une série d'articles dans Le Monde qui ont été repris dans un ouvrage publié avec Edgar Morin, avec Claude Lefort et Castoriadis qui s'appellera La Brèche. Edgar Morin, dans ses premiers articles à chaud, évoquera ce qu'il appellera un événement sphinx, énorme et insignifiant à la fois. Et il parlera, dans une formule qui restera, d'une extase de l'histoire, pour en traduire la force évidente et insaisissable simultanément. C'est l'événement dont on ne saurait masquer la part de mystère et d'inattendu qu'il recèle, part d'événements irréductibles aux déterminismes sociaux et aux séries causales, insisteront Deleuze et Guattari. Événement insaisissable, certes, mais avec un acteur, lui, bien identifié. La jeunesse, et d'abord la jeunesse étudiante. C'est ce qui a tout déclenché. Edgar Morin parlera ainsi de mai, en tout cas du premier temps de mai, comme dira-t-il, une sorte de 1789 socio-juvénile, qui accomplit l'irruption de la jeunesse comme force politico-sociale et de quelque chose qu'apporte cette jeunesse. Et le lien avec 1789 sera d'ailleurs aussi fait par un autre interprète affûté, Michel de Certeau, qui, dans un article également de la période, écrira qu'en mai, on avait pris la parole comme on avait pris la Bastille en 1789. Et cette révolution événement, d'abord amplifiée par les mouvements de grève à partir de la fin mai, se brisera in fine sur le moment électoral du mois de juin, qui consolidera paradoxalement avec éclat un pouvoir qui avait pourtant un moment paru près de vaciller. Je rappelle là qu'on peut faire référence au voyage de De Gaulle à Baden-Baden et des journées de la fin mai. Mais les deux autres figures de la Révolution prendront ensuite le relais. Si la Révolution stratégie
avait pu être un moment fantasmé par quelques petits groupes, c'est en fait seulement, j'y reviendrai, dans l'après-mai qu'elle prendra force et forme. Quant à la révolution processus, greffée sur l'extension à toute la société de thèmes issus du mouvement étudiant, elle montrera rapidement la profondeur du sillon qu'elle creusait. Le mai libertaire, celui que l'on considère rétrospectivement comme le plus caractéristique, a pourtant bien voisiné avec un mai léniniste et maoïste. Les Mao et les trotskistes avaient commencé à s'implanter quelques années plus tôt dans la jeunesse, sur fond d'une crise de l'Union des étudiants communistes, association qui était de plus en plus réticente à se plier à la discipline et à la rigidité idéologique du parti au milieu des années 1960, et qui d'abord avait pris modèle sur le Parti communiste italien, qui, sous la férule de Togliatti, était devenu plus ouvert et plus libéral. Du coup, ces premiers dissidents communistes seront appelés en milieu étudiant les Italiens. Mais alors que certains s'étaient retournés vers l'oncle Léon, d'autres se laissaient attirer par les sirènes de la révolution culturelle, la Chine, d'un pays que l'éloignement et le caractère exotique faisaient regarder avec les yeux doux de la propagande. Mais ouvrait ainsi un nouvel horizon à ces ruptures et a donné paradoxalement une nouvelle actualité à la vieille culture bolchevique. C'était aussi une autre façon de comprendre le mot d'ordre de révolution dans la révolution qui allait s'imposer. Au milieu des années 1960, l'idéal révolutionnaire était certes déjà vibrant et paraissait même partout imposer sa marque. Qu'il s'agisse de la révolution culturelle chinoise, des guérillas en Amérique latine ou des multiples luttes sociales en Afrique comme en Asie, le monde post-colonial semblait vivre à l'heure des grands et décisifs affrontements. On voyait partout des régimes vaciller et même s'effondrer. Partout, mais pas en Europe ou aux États-Unis. Ces deux continents continuaient à invalider une des théories centrales de Marx, selon laquelle c'était au cœur du capitalisme développé qu'auraient d'abord lieu les grandes ruptures. C'est au contraire, on le sait, à ces marges de ce milieu développé, en Russie et en Chine, que s'était ouverte une première ère des révolutions. Et chacun savait aussi que si l'Union soviétique armait bien des combattants du tiers-monde, elle avait fait le choix stratégique d'éviter de voir sa position menacée par des mouvements sociaux déstabilisateurs en Europe, soucieuse qu'elle était de maintenir un statu quo rassurant à sa porte, surtout dans le cas de la France, qui avait alors rompu, je le rappelle, avec l'OTAN. Oui à des fronts populaires issus d'élections, mais non à des prises de pouvoir, à des tentatives de prise de pouvoir insurrectionnelles, disait Moscou. Et la consigne imposée au Parti communiste européen était claire à cet égard. C'est donc par prétérition que l'on était alors révolutionnaire dans la France des années 60, en soutenant politiquement les révolutions d'ailleurs, ne rejoignant que dans des très rares cas des combattants sur le terrain. Mais va changer cela. Pas immédiatement cependant, tant les principales organisations gauchistes, maoïstes ou trotskistes, se méfièrent d'abord d'un mouvement étudiant jugé petit bourgeois et corporatiste. C'est un peu plus tard la grève ouvrière qui leva ses réticences premières en introduisant l'idée d'un nouveau cours possible de l'histoire. Même si le raz-de-marée électoral de la fin juin marquera un brutal temps d'arrêt, l'âge des insurrections victorieuses semblait soudain pour certains pouvoir revenir d'actualité. Cela fut souligné à l'envi. Je cite les Cahiers de mai, une des publications les plus intéressantes de la période puisqu'elle était fondée sur des reportages en usine. On pouvait lire dans un des premiers numéros « Une époque prodigieuse s'annonce en France. Pour la première fois, nous savons aujourd'hui qu'une révolution socialiste dans un pays à un niveau industriel, à un haut niveau industriel, c'est-à-dire dans les conditions même espérées par Marx, se prépare enfin. Une révolution qui transformera donc le visage du socialisme dans le monde. » Du côté de la jeunesse communiste révolutionnaire d'Alain Krivine, l'ouvrage qui fera le bilan des événements, dû notamment à sa plume et à celle d'Henri Weber,
portera pour titre Mai 68, une répétition générale. Connaissant sur le bout des doigts l'histoire de la révolution russe, les militants trotskistes avaient ainsi vu dans mai l'équivalent des grèves et des soulèvements russes de 1905, qui avaient précédé la révolution d'octobre 17. Le ton est encore plus radical du côté maoïste. En publiant une analyse manifeste des événements, qui avait pour titre simplement Vers la guerre civile, Alain Gesmar et Serge July avaient abruptement estimé, je les cite, l'horizon 1970 ou 1972 de la France, c'est la Révolution. Aujourd'hui, avait-il poursuivi, le point de non-retour est atteint. La bourgeoisie est prise au piège de l'affrontement, car mai se prolétarise et prend une identité révolutionnaire. Cela mène, poursuivait-il, inéluctablement à l'affrontement direct, physique, avec le mouvement révolutionnaire de mars. Mais en France, concluait-il, c'est le début d'une lutte de classe prolongée. Voici venus les premiers jours de la guerre populaire contre les expropriateurs, les premiers jours de la guerre civile. Ces credos révolutionnaires reposaient, quelle que soit leur obédience, sur la vision marxiste traditionnelle du dépassement du capitalisme. Celle-ci était liée chez Marx à une théorie de l'effondrement inévitable de ce dernier du fait des contradictions qui le minaient. C'est la vision catastrophiste de l'histoire que partageront globalement les socialistes de la fin du XIXe siècle. Il suffisait donc à leurs yeux d'attendre, en la préparant et en la précipitant éventuellement, une inéluctable révolution. Cette appréhension du capitalisme ne pouvait plus être soutenue dans les années 1960. Le capitalisme avait en effet fait la preuve d'une indéniable capacité à surmonter ces contradictions. Et on commençait d'ailleurs dans ces années 60 à parler de néocapitalisme, un des essais importants de la période d'André Gortz en 1964, avait comme titre Stratégie ouvrière et néocapitalisme. Et l'avènement documenté d'une nouvelle classe ouvrière, l'expression est de la période, tendait parallèlement à invalider la version marxiste première d'une révolution greffée sur une paupérisation absolue, puisque cette nouvelle classe ouvrière que définissaient les sociologues de l'époque comme Serge Mallet, comme Alain Touraine, comme Jean-Daniel Reynaud, était justement caractérisée par l'avènement d'une population de techniciens ou d'ouvriers hautement qualifiés. Et cette vision, ce dépassement de la vision marxiste était d'autant plus fort que la pertinence du modèle collectiviste classique commençait à être fortement discutée. Je rappelle que c'est à cette période qu'en Hongrie, on voit apparaître l'expression de socialisme de marché, et qu'en URSS même, il y a de nouveaux débats sur la planification d'un point de vue théorique. Ces éléments n'excluaient certes pas la perspective et l'éventuelle nécessité de changements économiques, sociaux ou politiques radicaux. Mais le terme même de révolution ne pouvait plus avoir son sens précédent. D'où la nécessité d'une autre analyse économique et politique pour refonder la perspective originelle et guider l'action révolutionnaire au-delà même de l'exaltation d'un volontarisme léniniste. Comment ? C'est ce à quoi s'emploieront les maoïstes de façon particulièrement explicite. Ils considéreront que le problème de l'heure n'était plus seulement l'exploitation du prolétariat, mais celui d'un accroissement spectaculaire de la répression et d'une marche vers un nouveau fascisme. Un numéro spécial des temps modernes, en mai 1972, sera consacré à ce thème de la fascisation de la France. Et André Glucksmann, celui qui fera ce numéro, appellera à reconnaître comme essentiel dans l'analyse la fascisation du régime bourgeois en France. Et la perspective révolutionnaire s'était ainsi liée au maniement d'une rhétorique chez eux héritée de la résistance à l'occupant nazi. La cause du peuple, qui avait succédé en 1970 à la gauche prolétarienne, inscrira ainsi son action dans le mot d'ordre de la nouvelle résistance populaire. Ils se lieront symboliquement pour cela à quelques grands noms de la résistance. Et les maoïstes se doteront en conséquence d'une structure militaire clandestine qui portait ce nom de Nouvelle Résistance populaire. Les maoïstes français n'étaient d'ailleurs pas en Europe les seuls à faire cette analyse. En Italie,
les Brigades rouges et d'autres mouvements développeront aussi la thèse d'un fascisme qui vient, dans un contexte, il est vrai, différent, puisque des mouvements d'extrême droite joueront en Italie la carte du désordre en perpétrant des attentats dans l'espoir de faire advenir un régime policier. Mais en Allemagne aussi, on verra ce thème absolument central dans la fraction armée rouge, outre le fait qu'un nombre non négligeable de ces militants a vu des parents qui étaient des nazis. Mais le propre de l'Italie ou de l'Allemagne, c'est que les actions terroristes s'étendront sur toutes les années 70 et le tournant des années 1980, alors que la nouvelle résistance populaire française, elle, ne basculera pas dans le terrorisme et annoncera sa dissolution en 1973, reconnaissant que les événements qui s'étaient passés autour du conflit de l'Ypres avaient joué en quelque sorte un révélateur pour eux, que la société recelait des possibilités de changement qui n'appelaient pas simplement les formes précédentes qu'ils avaient vues de victoire dans le cadre d'une fascisation du régime. Il faut se rendre compte qu'une grande partie de la littérature consacrée à mai 68 a été une littérature consacrée à des aspects très limités de 1968 et a été en partie pour cette période ce que la vieille histoire-bataille et l'attention privilégiée aux grands personnages avaient été à l'histoire tout court. L'ouvrage le plus emblématique dans cet ordre a été la somme d'Hervé Hamon et de Patrick Rothman, Génération. On voit dans cet ouvrage défiler les grandes figures du maoïsme et du trotskisme de l'époque, devenus pour la plupart, au moment où le livre est publié, des barons de l'intelligentsia, du journalisme, de la politique, en même temps que l'ENS de la rue d'Ulm et l'Université de Nanterre paraissaient les lieux majeurs et presque uniques de toute l'activité étudiante. La publication a été caricaturale mais caractéristique. Plus largement d'ailleurs, c'est le mai 1968 des usines et des bureaux, la plus longue grève depuis le Front populaire tout de même, qui n'était que marginalement raconté. Le mai 68, qui a marqué en profondeur le pays, a ainsi été largement enseveli sous un récit enchanté et globalement marginal au regard d'une histoire considérée dans la longue durée, tant pour qui se regarde les événements proprement dit que pour la dimension de révolution processus qui leur a fait suite. J'y étais davantage sensible, car si mon mai 68, comme pour beaucoup, était un mai 68 à la base, fait à écouter, discuter, échafauder des plans d'avenir du matin au soir, à lire aussi à marche forcée, car il semblait urgent de devenir plus savant pour lutter. Si nous étions, c'est un mai 68, je dirais, des anonymes, des enthousiastes, des curieux, ce mai 68, il a été aussi pour moi le moment d'une bifurcation, car c'est à ce moment-là que j'ai pris contact avec la CGT puis la CFDT et décidé de ne pas rentrer en entreprise. Donc dès ma dernière année d'études, je travaillais à la CFDT et donc j'ai pris la connaissance d'un autre mai 68. D'un mai 68 qui était celui d'un changement de la condition ouvrière avec les mises en place du SMIC, celui d'un mai 68 qui était le changement de la condition ouvrière avec le grand processus de mensualisation. Avant, dans les entreprises, il y avait une barrière extraordinaire entre les horaires et les mensualisés. Le fait que tout le monde devienne mensualisé est une petite révolution psychologique et pratique de la condition ouvrière très importante. C'était aussi la reconnaissance de la section syndicale d'entreprise. Donc, de cet observatoire décalé du monde étudiant, on voyait aussi les effets en profondeur qu'avaient produits les thèmes de la demande d'autonomie ou de la critique de la hiérarchie dans les différents domaines de l'existence. Cette vision avait été précipitée pour moi par le fait que nous étions tenus en première année HEC à faire un stage qui s'appelait un stage ouvrier. L'idée était que ceux qui étaient destinés à devenir les dirigeants d'un pays devaient avoir l'expérience de ce qui se passait en bas de l'échelle pour exercer plus efficacement leurs responsabilités. Cela pouvait certes aussi conduire à justifier de façon plus perverse une certaine prétention à connaître la réalité aussi bien que l'ouvrier, et une vision paternaliste se liait ainsi dans cette formule à l'attente d'un management plus efficace. Mais l'attrait pour la découverte d'un nouveau monde pouvait aussi rentrer en ligne de compte pour les étudiants.
Je me souviens d'un ami de l'école des mines qui s'était par exemple retrouvé à piocher du charbon à la frontale. Il n'avait plus vu le monde de la même façon ensuite. À HEC, les choses étaient comprises de façon plus souple que dans les écoles d'ingénieurs. Et beaucoup d'élèves essayaient de dénicher des stages peu contraignants dans des bureaux sur des lieux de vente. Et je voulais au contraire faire une expérience différente. Et lorsque j'étais un des responsables de l'Union des grandes écoles, c'était l'UNEF pour les grandes écoles, l'UGE, j'avais lu Militant chez Renault de Daniel Mottet. Et j'avais donc été frappé à la porte de Renault, qui m'avait engagé pendant 2 mois sur une chaîne de montage des 4L à un poste de sellerie. Et le fait d'entrer dans cette forteresse ouvrière et de voir le type de revendications, le type de remarques, la présence de travailleurs immigrés qui étaient alors présents, l'île Seguin où étaient rassemblées ces différentes chaînes de montage, était un espèce de gigantesque château fort dont les murs plongeaient droit dans la Seine, sur 3 étages d'ateliers et de chaînes. Et ce qui m'avait frappé à l'époque, j'étais de l'équipe du matin, c'est-à-dire de 6h à 16h, les journées de travail étaient alors de 9h30. Je n'avais pas beaucoup d'énergie pour sortir le soir, mais un soir, j'étais allé avec des amis voir La Chinoise de Godard, qui venait de sortir et tout le monde parlait comme un film absolument extraordinaire. Et je m'étais alors soudain trouvé transplanté dans un monde du discours qui me semblait pour le moins totalement déconnecté de la réalité. Et c'est de ces jours que j'ai su que je ne suivrais pas la voie de mes condisciples et que je chercherais à me rendre utile autrement dans la vie. Et c'est donc comme cela que j'ai commencé à travailler à la CFDT et que je suis devenu, dès 1969, secrétaire confédéral de cette organisation. C'est donc bien loin du monde étudiant que j'ai vécu l'après 68 et que j'ai pris conscience que 68 n'avait pas simplement changé des existences de personnes de mon milieu, mais avait changé en profondeur la société française. La CFDT, à l'époque, prenait sa part directe à tous ces mouvements de modernisation de la société. Par exemple, elle avait été une des premières formations qui avait mis en place le MLAC, le Mouvement pour la libération de l'avortement et de la contraception. C'est aussi à ce moment-là que se sont développées les associations de défense du cadre de vie, je dirais le préliminaire des mouvements écologistes, et qui tous se rapprochaient de la CFDT qui est apparue en 1968 comme un mouvement particulièrement ouvert et dynamique. Je rappelle que c'est à ce moment-là le seul syndicat qui faisait des conférences de presse régulières associées à l'UNEF à Paris. Et donc, on voyait un sociologue comme Alain Touraine en parler comme d'un opérateur politique des nouveaux mouvements sociaux, avec à cette époque des nouveaux types de conflits sur les conditions de travail qui mobilisaient les OS, des femmes et des travailleurs immigrés, alors que c'était auparavant surtout dans le milieu masculin et français des ouvriers professionnels que les syndicats étaient employés. Dans ce mouvement, qui est un mouvement qui s'est étendu sur pratiquement tous les années 1970, c'est en 1973 le conflit libre qui fera date, mais ce conflit libre qui fera date ne sera pas seul. Il y aura énormément de conflits novateurs de ce type-là. Et c'est dans la poursuite, si je puis dire, de ce mouvement, de ces mouvements, que peu à peu ont commencé à germer, à apparaître les idées qui allaient constituer le capital de ce qu'on appelait la deuxième gauche. Je rappellerai la semaine prochaine à quel point les idées d'autogestion, de nouvelle culture politique, ont été à cette époque des idées qui cherchaient non seulement à donner un horizon, à donner un arrière-fond à l'ensemble de ces nouveaux mouvements, de ce nouveau type de revendications qui émergeaient, mais qui proposaient aussi de les inscrire dans une vision théorique qui permettait de les rattacher à des traditions du mouvement ouvrier, de leur donner une ampleur, une largeur de vue qui permettait d'en faire aussi des mouvements qui pourraient avoir un avenir de changement profond de la société.
Je crois que ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est donc bien loin des relectures que l'on fait aujourd'hui de 1968. On a l'impression aujourd'hui, chez certains, que 1968 a été simplement un temps de l'hédonisme, un temps du libertaire complètement échevelé. La réalité qu'il faut voir, ce n'est pas ces quelques minorités qui ont été effectivement fortement médiatisées dans les journaux, mais ces forces en profondeur qui ont mobilisé et qui ont transformé la société. Et c'est de ces forces en profondeur qui ont mobilisé et qui ont transformé la société qu'ont émergé l'ensemble des idées, l'ensemble des réflexions qui ont fait des années 70 le moment d'une sorte de laboratoire intellectuel et politique fondamental. Ce laboratoire, je l'ai vécu pour ma part de l'intérieur de la CFDT, puisque j'ai été le fondateur de la revue de réflexion de la CFDT, CFDT aujourd'hui en 1973. Je l'ai vécu aussi en étant l'un des fondateurs de la revue rocardienne, de la deuxième gauche, de la revue Faire. Je l'ai vécu dans la proximité personnelle avec Michel Rocard et surtout dans la proximité avec tout un ensemble d'intellectuels qui ont essayé de donner à ces années 1970 un goût non simplement de renouveau des actions, mais de refondation intellectuelle et politique. Et c'est de cela que je parlerai dans les séances prochaines. Je vous remercie.